Salut les gars, c'est Ty, welcome sur Sensei Legacy. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est l'émission Straight Talk. Donc, on va parler MMA. Let's go, baby. 10 toes down. I don't move for the sound. Heavy is a stance when you build from the ground. 10 toes down. No rush, no flex. I don't chase respect. I collect respect. 10 toes down. Pressure made my name. Sensei Legacy. Carved in the pain. 10 toes down. Ok, il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci. Bien évidemment, le combat qui a fait le plus parler, c'était pour la ceinture BMF. Charles do Bronx contre Max Holloway. Je vais dire ce que je pense de ce combat. Ça a fait beaucoup parler. Il y a Strickland dans le futur qui va combattre contre Chimaev. Je vais aussi dire ce que je pense de ça par rapport à nos Français. Je vais aussi parler de la nouvelle black belt de Max Holloway qui vient de prendre sa black belt. On va parler aussi un peu de l'UFC BJJ, c'est important quand même. On ne parle pas du tout de... Dans la première émission, on n'a pas parlé de Jiu-Jitsu, mais là, on va en parler. Et on va parler de l'événement MVP je crois que c'est Most Valuable Player. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez dans les commentaires. Donc l'événement de Jake Paul, bien évidemment, où il va y avoir Gina Carano qui va combattre Ronda Rousey et Francis Ngannou contre Philippe Philippin. Voilà, donc on va commencer avec Strickland contre Chimaev parce que on va vite parler de ça. Et ça, je trouve vraiment pas ça normal. Je comprends pas pourquoi Chimaev ne va pas affronter notre Français Nassourdine. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il vient foutre là encore, Strickland? Bon, ok, il a battu Nassourdine sur un hold-up, mais bon, Nassourdine en ce moment, il roule sur tout le monde. C'est plus assez de faire la performance dans la cage. Il faut aussi se vendre en dehors. Et ça, je trouve ça nul. Je sais pas, je me sens un peu mal dans cette génération parce que moi, je viens d'une époque où dans les arts martiaux, il y avait un proverbe qui disait « grande bouche, petit cœur ». Donc ça parlait pas, ça prouvait sur le tatami. Ça prouvait en compétition sur le tatami, ça prouvait en compétition en MMA, sur le ring. Et sur le tatami à l'entraînement, ça parlait pas. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde se filme les entraînements, on se montre sur les réseaux sociaux. À l'époque, à mon époque en tout cas, ce qui se passait sur le tatami, à l'entraînement, restait sur le tatami. D'accord? On ne se montrait pas à finaliser les uns les autres. Ça n'existait pas ça. Sinon, on morflait quand on revenait le lendemain à l'entraînement. D'ailleurs, il n'y avait pas de... On postait pas. Tu morflais si tu parlais. Si tu avais si tu osais parler. Donc c'était comme ça. Moi, je viens d'une époque un peu comme ça. Et en fait, je vois que ceux qui sont comme ça, comme Nassourdine, c'est-à-dire Nassourdine, il parle pas, il vient, il fait le taf, et c'est tout. Et ben ça passe plus. Ça passe plus. On lui donne pas un title shot. On le donne à Strickland encore une fois. Donc ça, je voulais voilà, pousser un petit coup de gueule. Et par rapport à BSD, dans la catégorie lightweight, c'est pareil. Nos Français qui sont au top, d'accord? C'est Nassourdine et Benoît Saint-Denis qui sont dans le top 5. Nassourdine, il est carrément numéro 2, quoi. Donc ça m'énerve qu'on leur donne pas un title shot. Et j'ai oublié, je voulais aussi parler de la carte de la Maison Blanche. Donc on va avoir Ilia Topuria contre Justin Gaethje. Combat qui n'a aucun sens pour moi. Il va lui rouler dessus, il va le massacrer. D'accord? Ils auraient mieux fait de lui redonner Charles do Bronx. Voilà, il vient de rouler dessus sur Max Holloway. Ça, on va en parler. D'accord? Parce que il y a eu beaucoup de haters qui ont dit n'importe quoi sur ce combat-là pour la ceinture BMF. Mais bon, on va d'abord parler de l'UFC à la Maison Blanche. Donc l'UFC à la Maison Blanche, c'est un truc de dingue. Donc voilà, Donald Trump, il met carrément l'UFC à la Maison Blanche. Donald Trump, c'est le pote de Dana White, c'est le pote de Joe Rogan. Donc voilà, ça va... Voilà, donc en mai, on aura ça. Et en deuxième combat, on a notre Français, Cyril Gane, contre Alex Pereira, Poatan.
Donc, qu'est-ce que je pense de ce combat? Je pense que Cyril Gane, il a le cul bordé de nouilles avec le meilleur agent qu'on puisse avoir. Ça veut dire Fernand Lopez. Il lui a déjà donné, c'est le 5e title shot. Il est toujours pas champion. Bon, ok, la dernière fois, il aurait dû gagner contre Thomas Pinal, c'est sûr. Il l'aurait battu, j'en suis sûr et certain. Et il a trouvé une porte de sortie, comme j'avais dit dans l'émission précédente. Le mois dernier, Thomas Pinal avec le doigt dans l'œil, mais Cyril Gane l'aurait pris. Maintenant, ce combat-là, Poatan contre Cyril Gane, ça dit à quel point la catégorie poids lourd, elle est faible. Cyril Gane, il va combattre contre un gars qui combattait en poids moyen, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ok, il tape entre 95 et 100 kilos en dehors de la pesée, mais c'est un middleweight à la base qui est parti en light heavyweight, ok, donc en lourd léger. Et là, comme il n'y a personne, il part combattre Cyril Gane en poids lourd. Alors arrêtez de dire oui, en dehors de la pesée, il est très lourd et sur les photos, on dirait les mêmes, parce qu'il est grand, d'accord? Mais la structure osseuse et les muscle belly, comme on dit en anglais, ok, c'est pas les mêmes, hein. Ça n'a rien à voir. Donc il va lui manger 30 kilos, facile, dans la cage. Donc moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi, d'accord? C'est n'importe quoi, tout le monde. Alors il y a beaucoup de commentaires qui disent ah, Poatan il va éteindre Cyril Gane. Mais alors s'il éteint Cyril Gane, mais c'est la honte pour Cyril Gane. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a une différence de poids monstrueuse. C'est la honte. S'il perd Cyril là, c'est vraiment la honte. Donc moi je pense que je vois pas comment il. Franchement, ça veut dire. Si Poatan gagne, ça veut vraiment vouloir dire que, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, la catégorie poids lourd, aujourd'hui à l'UFC, elle est vraiment très très faible. Il faut vraiment que Cyril gagne, il gagne ce combat. Ce serait trop la honte s'il perd. Franchement, ce serait trop la honte. En plus, quand il le voit, quand il le voit là dans les interviews, quand Cyril Gane voit Poatan, il lui dit ah t'es balèze, t'es gros, tout ça. Faut qu'il arrête, hein. Faut qu'il arrête. Il justifie son combat là. Il justifie le fait d'affronter un middleweight qui est passé en lourd léger et qui est maintenant en poids lourd. Donc je trouve que c'est n'importe quoi. C'est pas du tout la même structure. C'est un peu n'importe quoi. Et franchement, je m'en fous un peu de ce combat. Si Cyril gagne, il gagne. Bah, ce sera normal. Et s'il perd, bah, ce sera la honte. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, je suis beaucoup plus intéressé, bizarrement, par l'événement MVP, d'accord, de Jake Paul, qui est une sacrée mascarade par rapport à Gina Carano et, et Ronda Rousey, mais le combat Francis Ngannou, Philippe Lins, là, qui tombe de nulle part, moi, je trouve que c'est pas mal du tout, d'accord? Donc, on va commenter ça. Gina Carano contre Ronda Rousey pour le main event, ok? C'est du n'importe quoi, d'accord? C'est ce qu'on aime voir aujourd'hui, des noms connus, deux stars d'Hollywood, ok? Ça n'a jamais été des killeuses dans la cage, excusez-moi de vous dire ça, même si Ronda Rousey elle a finalisé tout le monde à l'époque, on a caché Chris Cyborg, ok? Pour que Ronda Rousey soit la première femme championne de l'UFC et que ce soit une américaine. Donc c'est ce qu'a fait Dana White. Il a évincé Chris Cyborg de l'UFC le plus possible, d'accord, jusqu'à que Ronda Rousey elle soit championne. C'est ce qui s'est passé à l'époque, tout le monde le sait, ok. Donc et elle a osé sur la presse conférence là qui a eu là il y a quelques jours où ils étaient tous avec, c'était comment il s'appelle, Ariel Alwani qui était au micro avec Francis Ngannou et Ronda Rousey d'un côté et Gina Carano et Philippe de l'autre côté, Philippe Lins. Et elle a trouvé le moyen de démonter Chris Cyborg en disant que c'était qu'elle était piquée aux hormones, blablabla, blablabla. Mais la vérité, c'est qu'elle se serait fait fumer, hormones ou pas. Chris Cyborg, elle aurait pris Gina Carano et Ronda Rousey dans la même nuit et elle les aurait démontés en moins de 2 minutes, je pense. Les deux, à la filée. Donc après, plus tard, à l'UFC Femmes, bien sûr que le niveau il a été très élevé, mais à cette époque-là, au début, avec Rousey et Gina Carano, c'était nul, d'accord? On avait Ronda Rousey
qui avait une bête de judo. Elle n'a pas un jujitsu si bon que ça, d'accord? C'est un judo qu'elle a adapté à la cage. Elle a une bête de judo et elle a un jujigatame qui est monstrueux. Mais c'est tout. Niveau boxe, c'est une catastrophe. Ça a toujours été une catastrophe. Et Gina Carano, pour moi, ça n'a jamais été une athlète de haut niveau. Voilà, ça veut dire elle se prend deux trois patates dans la tête. À l'époque, c'était déjà difficile pour elle. Et dès qu'il y a eu le haut niveau qui est arrivé chez les femmes, après, on a bien vu que voilà quoi, les premières femmes à l'UFC, c'était vraiment pas ça. Sauf s'il y avait eu Cyborg et toutes ces femmes qu'ils ont mis de côté pour que Ronda Rousey ce soit la championne. Donc aujourd'hui, voilà, c'est deux superstars d'Hollywood, Gina Carano dans Mandalorian, Ronda Rousey, The Expendables. Donc toute la planète les connaît. C'est exactement ça l'événement de Jake Paul. Il veut des superstars. Mais on va assister à un combat horrible, les gars. Ça va être horrible. Gina Carano, à mon avis, mais je la vois même pas boxer. Je la vois même. Ok, je sais même pas quoi dire sur ce combat. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je pense que Ronda Rousey, elle va la battre. Peut-être qu'il y a une mise en scène, parce que voilà, bon, les deux, elles sont copines maintenant. C'est deux stars d'Hollywood, j'en sais rien. Mais bon, je trouve ça un peu ridicule. Je sais pas si elles vont vraiment se foutre sur la gueule. Mais si elles se foutent vraiment sur la gueule, Gina Carano, on va être sincère, elle a quand même aucune chance. Parce que Ronda Rousey, quand même, c'est une ancienne athlète de haut niveau dans le judo. Elle est médaillée olympique, les gars. Donc c'est quand même, ça n'a rien à voir. Ça a été une athlète de haut niveau. Gina Carano, pour moi, n'a jamais été vraiment athlète de haut niveau. Le niveau, il n'était pas vraiment élevé à l'époque où elle était dedans. D'accord, même, ok, d'accord, elle était dans la boxe taille, tout ça. Mais même en boxe taille, je trouve pas qu'elle ait fait quelque chose de vertigineux. Donc, si on voit qui a vraiment été une athlète de haut niveau des deux, c'est Ronda Rousey, il n'y a pas photo. Médaillée olympique en judo, c'est énorme. Donc, je pense elle va vite l'amener au si elle se tape vraiment, d'accord, elle va vite l'amener au sol, elle va la finaliser. Maintenant, le co-main event, ça, c'est du lourd. Ça, c'est du sérieux. Et là, donc, on a Francis Ngannou, the baddest man on the planet, ok, il n'y a pas d'histoire. Francis Ngannou, sur tous les poids lourds sur la planète, c'est le plus fort. Il n'y a pas d'histoire. Il goumerait n'importe quel poids lourd à l'heure actuelle à l'UFC, y compris Cyril Gane. N'oubliez pas qu'il a combattu Cyril Gane avec une jambe. N'oubliez pas ça. Donc ça, c'est sûr et certain. Francis Ngannou, actuellement, même s'il n'a pas combattu depuis 2 ans, ça reste le plus fort pour moi de tous les poids lourds. L'homme le plus fort sur la planète, en fait. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va combattre l'ancien champion du PFL, qui avait gagné le tournoi, donc qui avait gagné le million de dollars. Donc c'est Philippe Elins, qu'on appelle Philippan. Moi, je viens de la même école que lui, en fait. On vient de la même équipe, donc c'est un pote. Et donc, il a accepté le combat. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas en France. Mais bon, aux États-Unis et bon, bien évidemment au Brésil, c'est une star. Donc, en France, vous le connaissez peut-être pas. Mais aux États-Unis et au Brésil, c'est un poids lourd super connu. Ça, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Donc, il n'a pas combattu depuis 2 ans non plus, Philippe. Et je pense qu'il voulait plus combattre. Je pense il allait prendre sa retraite. Je pense. Il a pas annoncé. Mais bon, quand tu as un contrat comme ça qui te tombe sur la tête et on te propose de combattre l'homme le plus fort du monde, bah là, d'où je viens, la Kimura Nova Union, t'acceptes. Ok, tu prends. Donc, pour le petit détail par rapport à l'école d'où je viens, quand je m'entraîne en France et quand je suis venu en France, l'école où je m'entraîne, c'est avec Mako, donc la MK Team. Et là d'où je venais, l'école d'où je viens, c'est la Kimura Nova Union à Natal au Brésil. Donc on a grandi là-bas, Philippon et moi, dans cette école-là. Après, il est sorti il y a quelques années, il est sorti de la Kimura et il est à l'ATT, donc l'American Top Team, depuis quelques années maintenant. Et donc voilà, donc par rapport à ce combat, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce combat? Bah, ça va être très dur pour Philippe, hein. Franchement, ça va être très très dur. Sauf qu'il a un jiu-jitsu que je pense Francis n'a pas.
Donc si Francis se retrouve sur le dos, ça va être très dur pour Francis. Je pense qu'il va lui passer la garde et je pense qu'il ne le finalisera pas parce qu'il est insoumettable, Francis. Je pense que, voilà, j'ai eu beaucoup d'histoires de gens qui se sont entraînés avec lui aux États-Unis, d'accord, et qui m'ont dit, c'était des grosses ceintures noires à l'époque, ils ont tout fait pour essayer de le soumettre, le gars tape pas. Donc même si Philippin arrive à mettre Francis sur le dos, je pense que ça ira à la décision et que c'est le seul moyen que Philippin gagne, c'est qu'il l'amène au sol et qu'il reste sur lui, qu'il le maintienne comme ça et qu'il gagne à la décision en marquant des points avec du ground and pound. Mais le problème, c'est pas l'amener au sol, Francis. C'est quasiment mission impossible. À l'époque, quand il y a eu le Stipe versus Francis numéro 1, là c'était possible. Sauf que après ça y est, il a appris les takedown defense, il a appris la lutte, il a mieux appris le jiu-jitsu. Et donc, ce qu'il a absorbé par rapport à sa génétique et sa puissance, bah, ça contre n'importe qui. Donc, je pense que, bien évidemment qu'il faut l'amener au sol, mais c'est presque mission impossible. Donc, Philippin, bien évidemment qu'il fallait accepter ce combat. C'est la chance de ta vie quand tu as quelque chose comme ça qui te tombe sur la tête. Tu vas affronter l'homme le plus fort sur Terre. Tu as le moyen de te représenter et d'essayer de tout donner pour le faire. Bah, bien sûr que tu dis oui. C'est une évidence. Surtout pour le chèque qu'ils vont prendre. Hein. Là, c'est des gros chèques. Jack Paul, c'est des millions de dollars qui tombent. Donc, je peux pas vous donner un gagnant. Parce que Philippe, c'est un pote. Et Francis Ngannou, j'adore ce combattant. C'est un de mes combattants préférés. Bien sûr que je suis pour Philippin, puisque je le connais personnellement. On vient de la même école. Maintenant, en tant que... Avec l'expérience, vous dire vraiment qui je pense qui va gagner. Voilà, je vous ai dit ce que je pensais de ce qu'il fallait faire pour l'issue du combat pour Philippin. Mais ça va être très dur. Ça va vraiment être très dur. Voilà. Donc, je lui envoie des bonnes énergies. J'espère qu'il gagnera ce combat, même si j'adore Francis. Mais voilà, là, il va affronter un pote. Donc je soutiens Philippin. Voilà, j'espère que Philippin va gagner. Maintenant, le game plan pour Francis, bah, il doit faire ce qu'il fait, comme d'habitude. Ça veut dire garder la distance, imposer sa boxe. Surtout que maintenant, on sait qu'il a une boxe de malade. Il est capable de mettre knockdown Tyson Fury et même de gagner le combat parce qu'il a gagné ce combat. On sait tous qu'il a gagné ce combat. Il a été volé. Et d'ailleurs, je voudrais dire un mot par rapport au combat avec Anthony Joshua. Ok, ce qu'ils ont fait à Francis ce jour-là, bah, c'est pas normal. Ils ont enfermé Francis 5 heures dans une pièce. Il attend pendant 5 heures. Le mec, il a le temps de s'endormir, le temps de se fatiguer, le temps de stresser, le temps de se demander de ce qui se passe. Et l'autre, il arrive pile au bon moment où il faut s'échauffer, le temps de s'échauffer, tout ça. Donc, c'est pas cool ce qu'ils ont fait à Francis ce jour-là. Je pense que c'était manigancé pour qu'il soit un peu dizzy, pour qu'il soit un peu fatigué, un peu à l'ouest et pour que Anthony Joshua le mette KO. Parce que voilà, ça a été vraiment un très gros upset ce qui s'est passé avec Tyson Fury et ils n'ont pas voulu, le monde de la boxe anglaise, ils n'ont pas voulu que ça se reproduise. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il s'est quand même pris le KO, attention. Il s'est quand même pris le KO, mais je pense qu'il était, il était pas là. Ça, voilà, j'en suis persuadé. Tu laisses pas 5 heures un combattant dans une pièce déjà. C'est ouf quand même. Ils l'ont fait venir 5 heures avant, ils le laissent dans les vestiaires. Bon bref, c'est voilà. Donc je pense que le KO d'Anthony Joshua sur Ngannou, voilà, bon, il s'est fait mettre KO, mais quand même, il y a ce qu'ils ont fait à Francis, je trouvais pas ça normal. Voilà, donc on revient au game plan que Francis devrait faire pour Philippin. Bah, comme je vous l'ai dit, bah, il a juste à faire ce qu'il fait de mieux, hein, comme d'habitude, hein, il garde la distance, il impose sa boxe et les défenses d'amener au sol, bah, il les défend comme d'habitude parfaitement. Et s'il a moyen d'amener au sol et de se retrouver au-dessus, pour moi, il n'y a aucun moyen, même si Philippon il a un jiu-jitsu de dingue, il est super fort au sol. Quand tu es en dessous, je vois pas comment tu peux soumettre Francis. Ses défenses, elles sont trop puissantes. Sa génétique, sa façon de se bouger, les angles qu'il choisit, il n'y a pas moyen de le soumettre. Maintenant, au-dessus, bah, s'il se retrouve sur le dos, Francis, il y a moyen de le contrôler,
Mais même de le soumettre, c'est très, 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 très dur. Donc voilà comment je vois les choses pour ce combat-là. Donc maintenant, on va quand même parler du combat de Charles do Bronx, Charles Oliveira, contre Max Holloway, d'accord, pour la ceinture BMF. Il y a eu beaucoup de haters sur ce combat-là, sur la victoire do Bronx. Franchement, pour vous, BMF de Badass Motherfucker, ok, ça veut dire que on veut voir du sang et que de la boxe, c'est du MMA, les gars. Ok? Donc le Jiu-Jitsu, quand quelqu'un il contrôle et il le viole au sol comme ça, de cette façon-là, c'est le Badass Motherfucker. Ok? Il n'y a pas d'histoire. C'est pas parce que vous n'avez pas vu du striking à tout va que c'est pas de Badass Motherfucker. Ok? Le Jiu-Jitsu, si tu contrôles quelqu'un et que tu le termines de cette façon-là au sol, enfin il n'a pas finalisé, mais que tu lui donnes une leçon de Jiu-Jitsu, il l'a violé au sol. Donc c'est The Baddest Motherfucker on the planet. Il n'y a pas d'histoire pour cette ceinture-là et dans cette catégorie-là. Et en plus de ça, moi, ce dont j'avais très très peur, c'est que justement, ils vous écoutent, vous les fans, là, et qu'ils partent à la bagarre avec Max Holloway. Parce que comme j'ai expliqué dans l'émission précédente, il a dépassé son capital KO, Charlie Oliveira. S'il se fait toucher, il va se mettre KO, c'est sûr. D'ailleurs, dans la dernière seconde, quand il lui a fait comme ça, il est parti, il s'est fait toucher. On a senti qu'il était tout de suite un peu dizzy, un peu à l'ouest. Donc il y en aurait eu deux, trois autres comme ça, il se serait fait coucher. Donc on parle de MMA, d'accord? Donc le MMA, on utilise tout, ok? Et Charlie Oliveira, il n'a pas écouté les abrutis, là, les fans là, qui disent n'importe quoi, et il a fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire le jiu-jitsu, ok? Et il l'a fait à la perfection, d'accord? Il lui a montré que c'était une bête de black belt, ok? Quatrième dan, au top, et il l'a fait voler en lutte dans tous les sens, dans tous les sens. D'ailleurs, ça, on appelle ça Brazilian Wrestling, ok? C'est la lutte et le judo qu'on apprend au Jiu-Jitsu, au Brésil, d'accord? En France et en Europe, c'est différent. Il n'y a pas ça. C'est Jiu-Jitsu au sol, et si on veut se perfectionner debout, eh ben on va faire de la lutte ou du judo. Mais au Brésil, c'est pas comme ça. Au Brésil, dans les grosses équipes, on commence debout à chaque fois, et il y a un gros niveau debout. Que ce soit André Galvão, que ce soit Roger Gracie, que ce soit Tereré, que ce soit tous les gros, ils sont chauds bouillants debout. Ok? Donc ça, c'est une évidence. Donc arrêtez de penser que le Jiu-Jitsu, c'est on s'assoit par terre, comme tous les mecs d'Europe, ou comme en ceinture noire, il y a une exception, c'est João Miao. D'ailleurs, on va en parler par rapport à l'UFC BJJ. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu là. Oui, on parlait de Do Bronx. Donc, sa ceinture BMF, c'est mérité 1000 fois. Gameplay parfait, et j'espère qu'il va faire ça sur tous ses prochains combats. Parce qu'il ne peut pas boxer. Je vous l'ai dit, son capital KO, il l'a dépassé. Donc il ne faut pas qu'il boxe. Donc c'est énorme ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il a dépassé son capital KO, il continue quand même, il va quand même dans la cage et il impose le Jiu-Jitsu. Parce que rappelez-vous que le Jiu-Jitsu, ok, c'est ce dont pourquoi vous regardez tous l'UFC. Ok, ça veut dire quand ils sont tous arrivés à l'époque en 93 avec un seul art, Royce Gracie, il a déboîté tout le monde. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, il montre encore la suprématie du Jiu-Jitsu dans la cage. Parce que les mecs, ils veulent impressionner Dana White et les fans. Donc même quand ils ont un bon Jiu-Jitsu, ils veulent boxer, ils veulent boxer, ils veulent boxer. Mais il y en a un autre qui a compris ça, c'est Benoît Saint-Denis. Il a compris qu'il fallait qu'il arrête ses bêtises. Il a un bon Jiu-Jitsu. Hop, il amène les mecs au sol et il les termine. Donc le Jiu-Jitsu, c'est l'art le plus fort de tous les arts martiaux en un contre un. Pas dans une bagarre de rue, bien évidemment. Les mecs, ils vont te sauter. Si tu t'amènes un mec au sol, les mecs, ils vont t'attraper par derrière, tu vas te faire fumer. Mais en un contre un, si tu as vraiment un jiu-jitsu de malade, tu domines tout le monde. D'ailleurs, Shimaev, arrêtez de dire c'est de la lutte, c'est de la lutte, c'est de la lutte. Il est avec Finfu, ok, d'accord, son prof de jiu-jitsu brésilien, qui est champion du monde, ok, depuis la ceinture blanche. Donc c'est un élève de Finfu, ok, qui est un élève de Terere, depuis la ceinture blanche Shimaev. Et il le suit en jiu-jitsu avec une lutte adaptée pour le jiu-jitsu, le Brazilian Wrestling, comme on dit. Et en plus de ça, il a la lutte, sa lutte de base.
Donc de la blanche à la noire, c'est un pur combattant de jiu-jitsu brésilien. Hamza Chimaev. Pour ceux qui ne le savent pas et qui disent lutte, 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 c'est du jiu-jitsu qu'il fait. Et ce qu'il a fait à Duplessis, c'était du jiu-jitsu. Donc là, on a vraiment la preuve que le jiu-jitsu brésilien, il est en train de revenir en force et de dominer l'UFC. Donc ça me fait plaisir déjà. Pas le jiu-jitsu que vous pensez, hein, le jiu-jitsu compétitif d'aujourd'hui, qu'on voit où les mecs qui s'assoient par terre. C'est pas ça, hein. Je vous parle du vrai jiu-jitsu, le vrai de base, avec une bonne lutte, avec un bon judo. D'ailleurs, en ceinture noire, c'est celui-là qui gagne. Quand on arrive au mondial ou à la DCC, c'est ce jiu-jitsu-là qui gagne. Jusqu'en ceinture violette et marron, c'est vrai qu'on voit beaucoup de mecs s'asseoir, aussi en ceinture noire. Mais les mecs, ils s'assoient pas parce qu'ils ont peur de la lutte, ils s'assoient parce qu'ils veulent s'asseoir. Donc ça, c'est la grosse différence. Les mecs qui s'assoient, qui tirent dans la garde, parce qu'ils n'ont pas de lutte et pas de judo, bah ça, c'est nul. On sait qu'ils vont pas aller bien loin. Bon, il y a une exception, João Miao. Ok, lui, il tire dans la garde, il n'a pas de lutte, il n'a pas de judo, et il a réussi à être champion du monde. Mais c'est très rare, les mecs comme ça. Moussou Messi aussi, il n'a pas une bonne lutte. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. La plupart, en ceinture noire adulte et en ADCC, ils ont une lutte monstrueuse. Donc voilà, je suis content de voir ça, le retour du Jiu-Jitsu en force à l'UFC. Et bravo à Bronx, il a fait le parfait gameplay. C'est parfaitement mérité sa victoire. C'est parfaitement mérité le titre de BMF. Donc, Banks. Chapeau, félicitations, nickel. Pour moi, c'est mérité. Maintenant, il y a eu aussi des haters qui ont parlé de la ceinture noire de Max Holloway. Alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire, le gars, il prend sa ceinture noire, là, et on a une ribambelle de haters qui disent, ouais, il mérite pas la ceinture noire. Il s'est fait rouler dessus par Bronx. Donc, laissez-moi vous expliquer une chose déjà. Charles Bronx, il est 4e dan. Ok, vous savez combien d'années ça fait ça dans la ceinture noire? Ça fait beaucoup d'années. Ça fait 3 ans, plus 3 ans, plus 3 ans, plus 5 ans. Je crois que le 4e dan, c'est 5 ans. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 14 ans de ceinture noire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. C'est énorme. Donc quand tu prends la ceinture noire, c'est comme si tu prends une nouvelle ceinture blanche. Parce que le trajet de la ceinture blanche à la ceinture noire, c'est un trajet difficile déjà. Mais le trajet de la ceinture noire au 4e dan, c'est un trajet qui est encore plus difficile. Donc l'expérience qu'a Bronx en Jiu-Jitsu, elle est 1000 fois plus élevée que Max. Mais la ceinture noire de Max, elle est 1000 fois méritée. 1000 fois méritée. C'est un très bon ceinture noire. Et d'ailleurs, il ne s'est pas fait soumettre par Bronx. Donc, il a fait comme il a pu. Bien sûr, c'est là qu'on voit la grosse différence entre un 4e dan et un ceinture noire. Attention, je parle quand on a encore la shape. Hein. Parce que quand on n'a plus la shape, quand on est vieux et qu'on est 4e dan, bah, tu vas te faire démolir par un ceinture noire adulte qui vient de prendre sa ceinture noire. Je vous parle quand les deux ont la même shape et la même condition physique. La même shape et la même condition physique. Un nouveau ceinture noire et un ceinture noire 4e dan, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc là, on l'a vu dans la cage. Après, parfois, je reviens un petit peu en arrière, parfois ça a à voir quand les gars, c'est des compétiteurs de Jiu-Jitsu, ceinture noire, adulte. Donc là, même si le gars, il est 4e dan, mais que l'autre, il vient de prendre sa ceinture noire, là, ça se tape. Parce que leur discipline, c'est que du Jiu-Jitsu et ils font que ça. Et surtout, le ceinture noire adulte qui vient de prendre sa ceinture noire adulte à 20 ans, ok, il fait du Jiu-Jitsu depuis qu'il a 3 ans. Donc ça, il faut prendre ça en considération aussi. Mais dans le cas Max Holloway, voilà, c'est une ceinture noire normale de Jiu-Jitsu brésilien qui est un combattant de MMA et qui combat un autre combattant de MMA qui a peut-être 14, 15, voire 16 ans de ceinture noire. Donc, respectez un peu Max Holloway. Félicitations pour sa ceinture noire. Et c'est vraiment mérité. Donc ça, c'était un petit
une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à tous les haters. Ok. Et on va finir avec l'UFC BJJ. Donc il y a eu Meregali qui est revenu. Il était un peu rouillé par rapport à sa blessure à l'épaule, mais il a quand même battu tout le monde. Et là, hier, il y a eu le grand retour de João Miao à l'UFC BJJ. Et donc, il combattait un pote à moi qui s'appelle Formiga, qui est un ancien combattant de l'UFC, et qui vient aussi de la même école que moi et de la même école que Philippe Elins, donc là Kimura Nova Union. On vient tous les trois de la même école, donc bien évidemment, j'étais pour Formiga. Et je pensais qu'il allait prendre João Miao quand même, parce que bon, João Miao il est Master 1. C'est vrai que Formiga il est Master 3, donc il a 40 ans, donc ça allait être très difficile au niveau du cardio. Mais il a ce jeu pression de combattant de MMA que les Jujitsuka n'aiment pas. Donc Formiga, il a un très gros Jujitsu, un très gros jeu en pression en MMA. Et en plus de ça, c'est une bête de ceinture noire de judo. Debout, il est chaud bouillant. D'ailleurs, il l'a amené au sol plusieurs fois. Mais malheureusement, il l'a perdu. Ils ont donné la victoire pour João Miao. João Miao, il y a eu plus de tentatives de soumission. Il y a eu je crois qu'il y a eu trois tentatives de soumission qui ont été vraiment bien engagées, dont une, la clé de bras, où si on avait été en IBJJF, ça aurait compté comme un avantage parce qu'elle était vraiment bien verrouillée. Et Formiga, il est sorti nickel, il est sorti parfaitement. Et donc après, il a finalement réussi à lui passer la garde. João Miao, il a finalement réussi à passer la garde de Formiga. Et je pense que c'est ça qui a joué, bien évidemment. Même si Formiga, il a réussi à l'amener au sol, il a réussi à le sweeper. João Miao, il a aussi réussi à le sweeper. Bon, c'était surtout sur une attaque de leg lock, mais c'était un sweep, donc voilà, c'était légitime. Et le passage de garde, bien évidemment. Donc, João Miao, il a gagné. Mais Formiga, il n'a pas été à démériter. Franchement, d'être au plus haut niveau à 40 ans, moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, c'est pas fini. Formiga, on va le voir revenir à l'UFC BJJ. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que João Miao, il va combattre Moussou Messi. Et là, mon pronostic, c'est quoi? Je pense que Moussou Messi, il va terminer João Miao. Il va lui placer un de ses leg lock ou de ses foot lock ou de ses toe hold, n'importe quoi, mais il va lui choper la jambe et ça va être mort. Maintenant, il peut nous surprendre, João Miao, parce qu'il est tellement flexible. Il est tellement flexible. D'ailleurs, on l'a vu là dans le combat avec Formiga. Quand Formiga il le prend en double under, ok, et qui s'esgrime avec le bras pour lui prendre et que João Miao il s'esgrime avec le bras pour lui prendre la clé de bras, et que Formiga il défend, il rentre le genou avec le double under, donc il met le genou sur sa cuisse et il prend le double under. Pour ceux qui font du jiu-jitsu, ils comprendront. Mais que que João Miao il arrive à sortir la jambe quand même et à se replacer avec une flexibilité de malade et à placer cette clé de bras qui nous sort tout droit de l'espace. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Donc, il y avait il est toujours là quand même. João Miao, il est toujours là. Et il peut peut-être nous surprendre avec Moussou Messi. On a 2 champions du monde qui ont été champions du monde en adulte ceinture noire. Donc ça va être super intéressant. Ils sont les deux en Master 1 maintenant. Ils ont plus de 30 ans. Mais je pense que ça va être un beau combat. Mais je le donne quand même pour Moussou Messi parce que Moussou Messi, il est chez lui là-bas. L'UFC BJJ, c'est chez lui. Donc ça joue énormément. D'ailleurs, João Miao, il était très, 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 très stressé pour ce combat contre Formiga. Il l'a dit d'ailleurs, il était très stressé. Et là, contre Moussou Messi, le stress, ça peut jouer aussi. Mais le game de Moussou Messi, il est tellement bien adapté pour le jiu-jitsu de compétition. Je ne pense pas qu'il soit adapté pour le MMA. C'est-à-dire, je pense que si Moussou Messi, il va en MMA, il va se prendre 2-3 cacahuètes là, quand il va commencer à faire ses leg locks, tout ça, et ça va pas passer. Par contre, pour le jiu-jitsu de compétition, je pense que
Franchement, il y a personne qui peut prendre Moussou Messi pour le moment. Il n'y a personne qui arrive à comprendre son game de leg lock et de footlock, de toe hold, de tout ce qui est clé de cheville, clé de jambe. Il n'y a personne qui arrive à comprendre son game. Ça, c'est une évidence. Parce qu'en fait, il faudrait se sauver directement. Facile à dire, hein, mais c'est quasiment. Quand il te chope, il te lâche plus. Mais le contrer en leg lock, ça veut dire leg lock pour leg lock. Son jeu, il le gère trop bien. C'est son game et il le gère trop bien. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce combat, Jean Miao contre Moussou Messi, mais j'ai surtout hâte de revoir mon pote revenir, Formiga, et de voir ce qu'il va nous faire à l'UFC BJJ. Donc voilà les gars, j'espère que l'émission vous a plu. J'ai essayé de transmettre de la meilleure forme possible. Et je vous dis à bientôt sur Sensei Legacy. Peace. 10 toes down, pressure made my name. Sensei, legacy carved in the pain.